Aujourd'hui, nous allons vous emmener en terre de feu, en Argentine, en Patagonie, au Japon, au Pérou et même en Alaska, André Berkoff, et ce avec Jean Raspail, l'écrivain voyageur qui divise toujours autant, André, 52 ans après la sortie du fameux Camp des Saints, sa fable apocalyptique, André. D'abord, Jean Raspail, 100 ans. Il est né il y a exactement 100 ans. Et on est très heureux, c'est vrai, avec Céline, pour cette émission culturelle, d'accueillir Philippe Hemsen pour son livre. Je l'ai lu avec vraiment un très grand plaisir. Jean Raspail, aventurier de l'ailleurs. Et ça vient de paraître chez Albin Michel. Et pourquoi c'est formidable? Parce que Raspail, c'était pas, alors on le connaît et on dit tout de suite Raspail, le Camp des Saints. Bien sûr que ça a été très important et on va en parler longuement. Mais Raspail, c'est le voyageur et c'est surtout l'écrivain des 18 romans, des dizaines de récits de voyage, de nouvelles, de chroniques, de textes divers et surtout la Patagonie. Moi, quand je l'ai connu, je me rappelle, il m'a donné le journal de Patagonie, les nouvelles du roi de Patagonie. On va également en parler avec Céline. Et puis, c'est ce roman qui se souvient des hommes, l'anneau du pêcheur. Voilà, c'est en juillet. Il est né le 5 juillet 1925, très exactement. Donc, il y a 100 ans. Et ça a été vous savez, il a été comme un certain nombre de gens, des Blaise Cendrars, des Joseph Kessel, des Pierre Schoenderfer, et aujourd'hui des Sylvain Tesson, des aventuriers, effectivement, de l'ailleurs. D'ailleurs, c'est un joli titre. Et lui, il a été passionné par les civilisations, Céline. Et c'est ça qui est intéressant chez Jean Raspail. Et oui, intéressant. Grand voyageur. Son principe de vie, André, était: si la route te manque, fais-la. Et lui, il va la faire pendant plus de 30 ans, André Berkoff. Alors, qui était cet aventurier hors pair dont Jean d'Ormesson a dit: il est l'un des rares de notre temps qui ait écrit quelque chose qui ressemble à une œuvre. Alors, pourquoi a-t-il été ostracisé, André? On va en parler dans un instant sur Sud Radio avec son biographe Philippe Hemsen qui publie une biographie, la première biographie, André, qui est vraiment passionnante. À tout de suite, restez avec nous. Again. Alors, vous publiez Jean Raspail, aventurier de l'ailleurs, chez Albin Michel. Observer et ressentir, comprendre que l'important est ailleurs, toujours ailleurs. C'était son credo, écrivez-vous dans ce livre. Comment son envie d'explorer le monde est-il né, Philippe Hemsen? Jean Raspail était un enfant fugueur. Et il a évidemment vécu l'occupation comme un enfermement. Et arrivé la libération, ça a été dans tous les sens du terme pour lui une libération, dans la mesure où il a pu s'ouvrir au monde, partir loin. Ça ne s'est pas fait tout de suite, mais sa formation de scout le poussait en quelque sorte à partir au loin. Et il fait souvent, très très souvent allusion dans son œuvre à un film qui l'a beaucoup influencé parce qu'il correspondait un peu à sa situation d'enfant né donc avant-guerre, qui avait connu enfant, adolescent la guerre et qui aspirait à partir au loin. C'était ce film de Jean Becker, Rendez-vous de juillet. Oui, c'était sur Saint-Germain-des-Prés. C'était l'époque de Saint-Germain-des-Prés. À la Libération, oui. Oui, et un groupe de jeunes gens qui voulaient partir au loin. Il faut se représenter. À l'époque, on perd un petit peu de vue aujourd'hui le fait que dans la société à l'époque, il y a pas de télévision, il y a le cinéma tout de même, encore moins d'internet. Donc, on n'est pas dans une société de l'image, et on est dans une société où on imagine. Et oui, et à propos de ce film, justement, 56 ans après la sortie de ce film, je rappelle, ce film était sorti en 59, Jean Raspail dira: ce film, c'était nous, c'était moi, ceux qui voulaient changer de vie et non changer la vie, ceux dont nous fichions complètement la nuance et d'importance. Oui. Ouais. C'était pas du tout un homme engagé. Enfin, il ne voulait pas, s'engager du tout en politique à l'époque. C'était vraiment changer de vie, sortir de cette vie bourgeoise qui ne le satisfaisait pas. Il était fils de bourgeois lui-même. Ah oui, tout à fait. Son père était un grand bourgeois, puisque il avait été responsable directeur des mines de la Sarre pendant l'occupation de la Sarre. Donc après, famille aisée, très aisée. Il raconte très bien que quand ils allaient à l'école,
l'école, tout petit garçon, il y allait quelquefois en tricycle et il y avait la grosse voiture avec chauffeur qui roulait tout doucement derrière lui. Donc vraiment, on est dans un autre monde, là, on est dans un monde... D'autant plus intéressant qu'il a pris des risques après, mais on en reparlera. Et c'est vraiment, effectivement, c'est vraiment le scoutisme qui a structuré cet enfant à l'esprit rebelle, en quelque sorte. Oui, son père ne savait pas, son père, donc grand bourgeois, homme qui était né au 19e siècle, ne savait pas tellement quoi faire avec ce gamin qui fuguait des journées entières. Il disait qu'il allait à l'école. En fait, il allait se balader dans tout Paris pendant toute la journée. Il séchait l'école. Ah oui, totalement. Oui. Et même à la fin de la guerre, il faisait partie de la défense passive. Et donc, il était très heureux à chaque fois qu'il y avait une alerte parce qu'il mettait son casque, il prenait son masque à gaz, et puis ça lui permettait de sortir de l'école vite fait, bien fait, et d'échapper au cours. Mais c'était une crapule, un peu. Hein. Et le scoutisme, il y a vraiment donné ce fameux sens du rite. Et donc le scoutisme l'a structuré, lui a donné une structure qu'il n'avait pas. Lui a permis de devenir d'abord lui-même en tant que jeune garçon, et puis lui a appris à se débrouiller tout seul, et aussi à avoir des relations saines avec les autres garçons de son âge, parce qu'il avait du mal à se faire des petits camarades dans la mesure où, encore une fois, il était issu d'une famille où on ne fréquentait pas n'importe qui, et donc il avait du mal à se fréquenter. Il vivait à Paris à l'époque. Il vivait à rue Franklin. Ses parents... 16e arrondissement. Voilà, tout à fait. Oui. Et il est resté, il a fait plusieurs écoles dans le coin. Est-ce que ça a été son service militaire, le scoutisme, un peu, enfin... Un petit peu, alors oui, il n'a pas fait son service militaire puisqu'il était de la classe qui n'a pas fait son service militaire. Oui, c'est intéressant à l'époque, Mais oui, ça a été un petit peu son service militaire, mais plus que ça, dans la mesure où le scoutisme à l'époque était très très lié à l'Église catholique. Et Jean était très très croyant à l'époque. Oui, à l'époque, parce qu'après il va s'en éloigner de la religion. Quand il va quand il va commencer ses premiers voyages, tout à fait. Mais à l'époque, il était... Ah oui. Et donc, c'était un peu un apprentissage de la discipline, quelque part. C'était un apprentissage de discipline, et puis il aimait... c'était un peu un meneur d'hommes. Il aimait bien, il disait souvent que l'altruisme ne l'intéressait pas, à la limite, mais c'était le fait d'aller chercher, par exemple, pendant l'occupation, il l'a fait, même si le scoutisme était interdit, il est allé chercher des gamins des rues dont les parents ne s'occupaient pas, et loin de sa famille. Hein. Il est allé dans le nord de Paris, à l'autre bout de Paris, pour les aider à s'en sortir. Donc il leur donnait des cours de français, il leur donnait en quelque sorte aussi des cours de scoutisme, donc pour apprendre à se débrouiller dans la nature, ce genre d'activité, de manière à les en sortir. Alors sa première expédition, il la fera en 1949 sous l'égide donc du scoutisme, avec 3 coéquipiers. Eh bien, ils vont refaire le parcours effectué par un jésuite en 1746. Effectivement, le père Marquette. L'idée, c'était donc de rejoindre en canoë le Mississippi à partir du Canada, soit 5000 kilomètres en canot, mais aussi parfois à la force des bras. Mais pour l'époque, c'était un sacré défi. Ah oui, c'était une épopée absolument invraisemblable, d'autant plus qu'il faut s'imaginer, encore une fois, qu'on est en 1900... et qu'il a 24 ans. Il a 24 ans. Il n'y a pas de communication. Ça veut dire qu'ils partent avec leurs 2 canots, sans être suivis par des satellites, sans pouvoir communiquer avec quiconque, avec une somme d'argent dérisoire, tellement dérisoire que les Canadiens leur donnent à manger, leur donnent des cigarettes lorsqu'ils s'arrêtent dans des villages, parce qu'ils se rendent compte que ces 4 jeunes gens n'ont vraiment strictement rien. Mais par exemple, excusez-moi, c'est intéressant ça, qui a financé le voyage au Canada ? Alors, c'est des 3 coéquipiers. Ils ont trouvé de l'argent à droite, à gauche. Ils se sont fait un petit peu aider par les scouts. Et il y a surtout un prêtre canadien qui les a pris en charge. Et à l'époque, l'Église québécoise était extrêmement puissante et riche. Et c'est même ce prêtre qui a fait construire les canaux par une entreprise, l'entreprise Cadorec de Trois-Rivières, et qui leur a offert les 2 canaux.
Eh oui. Donc, L'esprit d'entreprise, l'esprit d'aventure. Eh oui. Ah oui, Alors, oui. au cours de ce périple, il va découvrir d'anciennes réserves indiennes, notamment le fameux village de Sagonic. Et c'est dans ce lieu, vous dites que sa vocation d'écrivain est née. Mais comment s'est-elle révélée à lui ce jour-là? D'abord, Sagonic est un village fantôme. Même à l'époque, quand ils y sont allés, c'était déjà un village fantôme que j'ai eu énormément de mal à situer sur les rives du lac Huron. Et c'était donc un ancien village indien. Et quand ils y sont arrivés, au cours de leur périple en canot, ils s'y sont arrêtés en imaginant pouvoir trouver une tribu d'Indiens qui était là. Évidemment, quand ils sont arrivés, ils ont trouvé un village abandonné, abandonné. Donc ils sont un petit peu restés. Et puis à un moment, Jean est parti tout seul. Il a laissé ses 3 camarades derrière lui. Il est parti tout seul dans la forêt, avec l'espoir peut-être que des Indiens étaient là, cachés, à les observer. Et en fait, ce qu'il a découvert, c'était la puissance de l'imagination à ce moment-là, parce qu'il s'est retrouvé devant une forme de vide, d'une certaine manière, mais compensé par sa propre imagination. Et ça l'a tellement frappé, l'expérience a tellement été forte, que des années plus tard, au tout début d'un volume qui s'intitule Pêcheur de lune, il dit qu'il est né ce jour-là à Sagonic. Mais qui est né, évidemment, c'est pas le Jean Raspail, le jeune homme, c'est l'écrivain qui est né. Même si à l'époque il avait très très peu écrit, parce qu'il faut souligner qu'il avait écrit un roman au lendemain de la guerre, de la Seconde Guerre mondiale, un roman qui s'appelait Un petit chemin. Et que son père avait donné à André-François Poncet, futur académicien, lequel avait rendu le manuscrit au père quelques semaines plus tard en lui disant « Dites à votre fils qu'il ne sera jamais écrivain ». Ah oui. Et l'humiliation avait été si puissante que Jean Raspail avait décidé de ne plus jamais écrire. Donc, ça l'avait cassé totalement. Et donc, par conséquent, le périple sur les canaux du roi, sur les chemins d'eau du roi, il ne l'a pas écrit. Il n'a pas écrit de livre à l'époque sur cette expédition. Il n'était pas surtout parti là-dedans pour dire je vais écrire. C'était pas question. Non, il a refusé d'écrire, et c'est son camarade, son colistier Philippe Andrieux, qui a écrit à l'époque un livre sur toute cette expédition. Et donc Jean Raspail, lui, il l'a écrit, mais à la fin de sa vie. Et oui. Et vous dites que Sagonic, en quelque sorte, c'est le lieu de l'initiation à l'appel pour lui. C'est-à-dire, expliquez-nous, parce que ce thème-là va occuper une place centrale dans les années à venir dans ses œuvres. Il va, pendant énormément de voyages, il va courir, en quelque sorte, après les derniers représentants de peuples disparus. Qui avaient totalement disparu pour certains, ou qui n'existaient plus qu'à travers 2 ou 3 personnes. Et c'est à travers cette quête-là qu'il va voyager. Et notamment, il va répéter en quelque sorte cette scène de Sagonic, par exemple, dans les Antilles, où il va chercher des peuples, un peuple notamment qui s'appelle les Viens-Viens. Et donc il va partir là aussi, il raconte ça très bien dans Pêcheur de lune, avec sa voiture dans les montagnes, et puis il va les appeler d'une certaine manière. Encore une fois, c'est un appel à l'imagination qui supplée en quelque sorte la réalité. Et ça, c'est vraiment la base et la naissance de l'œuvre de Jean Raspail, c'est-à-dire sur quoi repose l'œuvre de Jean Raspail? Sur la légende, sur le mythe. Et le mythe, d'où lui est venu, pardon Philippe, Hemsen a raconté, parce que d'où lui est venu cet amour des peuples disparus, ou en voie de disparition, ou introuvables, ou invisibilisés, ou invisibles? Cet amour lui est venu lors de son second grand voyage, Terre de Feu, Alaska. Lorsqu'il est arrivé au sud de l'Amérique du Sud, il a rencontré José Emperer, qui était un grand spécialiste des Indiens de cette partie du monde, qu'ils appelaient les Alakaleuf, et il l'a rencontré, et José Emperer l'a totalement fasciné. Et donc Jean Raspail s'est mis en tête d'essayer de les rencontrer, les derniers Alakaleuf qui existaient. Les Alakaleuf étaient un peuple d'Indiens qui vivaient quasiment nus en terre de feu. En terre de feu, quasiment nus, ils se recouvraient de graisse animale pour se tenir chaud. Oui, parce qu'ils faisaient pas. Voilà, chaud là-bas. Ils vivaient sur des canaux sur lesquels ils entretenaient du feu, parce que c'était comme les hommes préhistoriques. Voilà, ils entretenaient le feu sur leurs canaux. Et ils allaient pêcher des grandes moules sous l'eau,
nus également. Et en plus de ça, Kaweskar, c'est leur autre nom. Arekelov, c'est un des noms, Kaweskar, l'autre nom, qui veut dire homme. Oui. Mais pourquoi ce peuple a disparu alors ? Il a disparu parce que il a été absolument saisi le jour où ils ont vu des bateaux arriver, les bateaux des grands navigateurs, des grands découvreurs, et se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas les seuls hommes sur Terre. Donc ça les a déjà saisis totalement, et par la suite, on a voulu évidemment les habiller, etc. Habiller des Indiens avec de la laine dans ces régions extrêmement humides et froides, vous obtenez des maladies qui se sont répandues et ils sont morts petit à petit. Ils se sont aussi laissés mourir d'une certaine manière. Ah oui. Et donc c'est au cours de cette deuxième expédition, effectivement, Terre de Feu Alaska, qu'il va vraiment avoir, on peut le dire, un coup de foudre pour la Patagonie. Totalement. Il va avoir un coup de foudre pour la Patagonie pour deux motifs. Le premier motif, c'est d'abord le fait que Jean Raspail, et on va y revenir à propos du camp des Saints plus tard, déteste la masse, déteste le monde en masse. Or, la Patagonie, c'est le désert. Enfin, c'est le désert. Voilà, vous pouvez faire des centaines de kilomètres dans la journée sans rencontrer âme qui vive. Et oui, justement, à ce propos, il dira, très intéressant, c'est un pays dans lequel il est facile de disparaître. Totalement, totalement. Donc ça, c'est le premier aspect qui le fascine. Le deuxième aspect, ce sont ces Indiens d'Amérique du Sud, enfin de Terre de Feu, qui le fascinent totalement. Pourquoi ? Parce que ces Indiens ne connaissent pas l'histoire. Donc ça veut dire que d'une certaine manière, ils vivent tels qu'ils pouvaient les voir à l'époque, tels qu'ils ont toujours vécu. C'est-à-dire, les rencontrer, c'était rencontrer une forme d'éternité. Oui, c'est ça. La permanence, l'immanence de l'histoire. Oui, quoi. Totalement. Donc c'était cette espèce de frontière, d'abîme absolument gigantesque qui se creusait lorsqu'on les rencontrait, parce que eux vivaient dans une sorte d'éternité, et nous vivions dans le temps, et évidemment, entre les deux, il n'y avait aucune communication possible. C'est comme si, tout à coup, on pouvait, comme dans Hibernatus, se faire revenir... Ça rappelle cet Africain qui disait à un explorateur, la différence entre vous et nous, vous avez la montre, nous avons le temps. Voilà, totalement, oui. Eux, ils ont l'éternité même. Oui. Ils avaient l'éternité. Autre expérience qui l'a marqué au cours de cette deuxième grande expédition, c'est l'américanisation du monde. À ce propos, il a écrit ceci: les routes sont toujours parfaites, les maisons bien peintes, les voitures neuves, le confort parfait, et les femmes mal habillées, rien à regretter, rien à désirer ni espérer. C'est l'uniformité cossue à la portée de tous. Qu'est-ce que ça révèle de son esprit à l'époque ? Jean Raspail était quelqu'un qui aimait profondément la diversité du monde. Rien pour lui n'était plus enrichissant que cette diversité. La diversité des paysages, la diversité des modes de vie, la diversité civilisationnelle, ethnique évidemment, puisque c'était ça qui lui tenait le plus à cœur. Et il s'est rendu compte, en montant, donc en partant de la Terre de Feu et en remontant vers le nord de l'Amérique du Sud, il s'est rendu compte au fur et à mesure de sa progression que plus il approchait des États-Unis, plus les pays d'Amérique du Sud en lien direct avec les États-Unis avaient en quelque sorte renoncé à leur propre mode de vie, à leur propre mode de fonctionnement pour vivre et fonctionner comme les États-Unis. Et on aura l'occasion d'en reparler, mais c'est un homme qui était visionnaire dans la mesure où il percevait les signes des temps, comme disait René Guénon. Il percevait les signes qui apparaissaient autour de lui dans la géographie, dans les cités, etc. Et là, il s'est rendu compte que ce qui se passait avec cette influence de plus en plus grande de l'Amérique, du système de vie américain sur les peuples d'Amérique du Sud, allait se répandre partout. Oui. Il en a eu le pressentiment très très tôt. Et visionnaire, il n'a jamais été autant, et on va parler maintenant qu'avec le camp des Saints,
qui quand même marque un tournant. Et je rappelle quand même que le Camp des Saints, ça va faire un peu plus de 50 ans, 1973, et ça a vraiment marqué un tournant puisqu'on en parle encore aujourd'hui. Et oui, on va justement en parler dans un instant sur Sud Radio, le Camp des Saints, la submersion de l'Occident par une apocalypse migratoire. Il l'avait écrit dans son livre qui est un best-seller mondial, André Berkoff. On en parle dans un instant sur Sud Radio. Restez avec nous. L'Apocalypse sur Sud Radio, André Berkoff, cette fin du monde, plutôt d'un monde, André. Jean Raspail l'a prophétisé dans Le Camp des Saints, un roman dans lequel il a annoncé en 1973 la submersion de l'Occident par une apocalypse migratoire. À ce propos, il a écrit ceci: dans la nuit, au midi de notre pays, 100 navires se sont échoués, chargés d'1 million d'immigrants. Ils viennent chercher l'espérance. Ils inspirent la pitié. Ils sont faibles. Ils ont la puissance du nombre. Ils sont l'autre, c'est-à-dire multiple, l'avant-garde de la multitude. Oui. À tous les niveaux de la conscience universelle, on se pose alors cette question: que faire? Il est trop tard. Philippe Hentzen, quelle est la genèse de ce livre? Alors, la jeunesse telle que l'a raconté Jean Raspail, il est parti en vacances. Pendant des années, il allait en vacances à Erquy, en Bretagne. Et puis, son épouse en avait peut-être un peu marre de la pluie, du ciel gris. Et donc, un jour, l'a mis au pied du mur en lui disant je veux le soleil. C'était une grande amoureuse du soleil, Aliette Raspail, à qui je voudrais rendre hommage parce que c'était une femme extraordinaire. Oui, qui a été à ses côtés. Et qui a été à ses côtés, totalement, durant toute sa vie, et qui était vraiment une femme extraordinaire. Et donc, Aliette, une tante d'Aliette, avait une magnifique villa au bord de la mer à Boulouris. Et elle a accepté de leur louer pour les vacances de Pâques, si je ne me trompe pas. Et donc, ils y sont allés. C'est une très très belle villa. Il y a un jardin derrière, puis une balustrade, et au-delà de la balustrade, c'est la mer. Et il y a le pied dans l'eau, pratiquement. C'est quasiment le pied dans l'eau. Et puis sur le côté de la maison, il y a une pièce avec des lambris magnifiques et surtout une bibliothèque magnifique. Et Jean s'est installé là très vite. Et donc de là, on a une vue complète sur toute la mer depuis ce bureau, cette bibliothèque. Et donc il a raconté bien des fois qu'un jour, il se tenait dans ce bureau, les yeux rivés sur la mer, et s'est posé la question, et s'ils arrivaient? Qui c'était ces îles pour lui à l'époque? Personne, j'allais dire, c'est personne, c'est îles justement, c'est la raison pour laquelle... On ne sait pas qui ils arrivent. Non, voilà, c'est la raison. Et il a vu l'horizon obscurci par les pirogues. Voilà, voilà, par les bateaux, par une invasion... Et c'est pour ça que je rapproche dans la biographie le Camp des Saints de la guerre des mondes, parce que vous pouvez remplacer les Martiens par... Alors, là, à l'époque, en 1973, c'était le tiers-monde, la surpopulation dans le tiers-monde qui inquiétait l'Occident. Et donc, il met en place des Bengalis qui vont arriver en masse en Occident. Mais ça pourrait être n'importe qui d'autre. Jean, quand on dit que Jean Raspail était un écrivain raciste dans le Camp des Saints, c'est faire un contresens total. Comme lui-même l'a dit, on ne peut pas aimer comme je les aime les peuples justement en voie de disparition, les peuples indiens, les peuples amazoniens et minés par l'uniformisation du monde. On peut pas les aimer et être raciste dans le même temps. Oui. Ce livre, en quelque sorte, vous dites que c'était vraiment un livre de colère. Oui. Contre qui il était en colère à l'époque ? Donc Jean Raspail était à l'époque voyageait énormément. Il s'intéresse aux peuples qui disparaissent petit à petit. Pour vivre, il fait partie d'une organisation qui s'appelle Connaissance du Monde et qui à l'époque fonctionne très très bien et lui permet de vivre confortablement et qui consiste à présenter un film avec l'auteur, le voyageur, dans la salle, dans la pièce, dans le cinéma. C'est plutôt les croisières ou c'est le cinéma? Non, c'était vraiment dans des cinémas. Il présentait des films de voyage, ces films, par exemple. C'était des films, et c'est très curieux parce que ce sont des films muets, en fait. Oui. Et l'auteur était là, Haroun Tazieff, Jean
Raspail et beaucoup d'autres voyageurs étaient là sur scène et commentaient en direct les images qui étaient diffusées à l'écran, et puis de temps en temps tournaient un bouton pour mettre la musique. D'accord. Ou et puis on discutait. Voilà. Et ensuite, après la projection, l'auteur venait présenter son livre. En règle générale, il avait écrit un livre, le dédicacé aux spectateurs qui étaient venus le voir. Et donc, c'est quelque chose qui lui permettait d'abord de vivre confortablement et deuxièmement, l'amener à traverser, à aller dans toute la France et même à l'étranger, en Suisse, en Belgique et au Québec, présenter donc ses conférences Connaissance du monde. Et donc, ça lui a donné une bonne expérience de l'évolution de la France à l'époque. Or, vous savez bien, quand vous voyagez, même quand vous partez en voyage à l'étranger pendant quelques semaines et que vous rentrez en France, votre regard sur votre environnement habituel est beaucoup plus aiguisé. Vous vous rendez compte de ce à quoi vous ne prêtez pas attention tous les jours. Lui partait pendant des mois en voyage, revenait en France, préparer son livre et ses conférences, puis voyager, et là, regarder autour de lui. Et la France qu'il a vue émerger petit à petit dans les années 60-70 ne lui plaisait pas du tout, parce qu'il a vu la France, donc, s'uniformiser, s'américaniser, renoncer à ce qu'elle était au fond. Donc il était vraiment contre les Français, en quelque sorte, leur abdication. Pas contre les Français. Contre la masse. Il était contre l'évolution de la société telle qu'il la voyait dans les années 70. Et il s'est rendu compte que cette société qui renonçait à elle-même sur le plan culturel, sur le plan religieux, sur le plan de ses spécificités propres. Enfin, la France à l'époque, c'était pas quand on passait de la France aux États-Unis ou de la France même en Italie ou en Allemagne, c'était totalement différent. Chaque pays avait une identité forte et propre. Or, c'était cette identité-là qu'il voyait disparaître petit à petit, se noyer dans une sorte d'uniformisation qui lui déplaisait profondément. Et c'est contre ça qu'il a voulu réagir. Et surtout, il s'est rendu compte qu'en renonçant à ce que nous étions, eh bien, nous devenions un peuple potentiellement affaibli, désarmé et près de disparaître. Sur le point de exactement disparaître. Comme les Alakalov. C'est-à-dire que d'une certaine manière, il y avait un renversement de la situation. Voilà. C'est ça. Il regarde ces Indiens du sud de l'Amérique du Sud disparaître. Est-ce qu'on ne va pas devenir nous les Alakalouf? Exactement. Alors justement, une minute. Est-ce qu'il avait, encore une fois, comparaison n'est pas raison, est-ce qu'il avait, vous pourriez dire, la même démarche que Renoir Camus, sans employer le mot, de grand remplacement? Est-ce qu'il voyait ça? Parce que ça m'intéresse qu'après, il y a eu cette notion qu'on combat ou qu'on soit d'accord ou pas du tout d'accord. Est-ce que lui, inconsciemment ou consciemment, Jean Raspail avait ce sentiment que a théorisé beaucoup plus tard Renaud Camus? Alors, je retirerai simplement, André, de vos propos le mot théorie, parce que pour Renaud Camus, le grand remplacement, quand on se donne la peine de lire le livre et de ne pas parler du concept comme font énormément de commentateurs de Renaud Camus, quand on lit Renaud Camus, c'est pas du tout une théorie, c'est un simple constat pour Renaud Camus. Il observe la situation. Bien sûr. Non, mais je dis que ceux qui ne sont pas d'accord parlent de théorie. Oui, il parle de théorie. Voilà. Pour l'annihiler, et éventuellement, enfin pour me la mettre de côté. Donc c'est pour ça. Donc je disais simplement, est-ce que ce sentiment-là, parlons du constat, est-ce que ce constat-là, pour reprendre, après on est d'accord ou pas, mais est-ce que ce constat-là, Jean Raspail l'avait à ce moment-là? Oui, totalement. Oui, c'est une forme de grand remplacement. C'est-à-dire que, encore une fois, il a simplement inversé ce qu'il avait observé. C'est-à-dire, vous prenez les Indiens du sud de l'Amérique du Sud, et ils ont disparu non pas parce qu'on les a massacrés à coups de mitraillettes, etc., mais simplement parce qu'ils ont renoncé à vivre d'une certaine manière, et en regardant les Français, d'une certaine manière, il s'est demandé si les Français n'étaient pas en train de renoncer à vivre et à être eux-mêmes. Et donc, renonçant à eux-mêmes, ils laissent la place à d'autres. Et à ce propos, je voulais citer effectivement une déclaration qu'il a faite, c'était en 2013 dans Valeurs Actuelles. André, il a déclaré effectivement que notre civilisation disparaîtra dans les années 2050 par le jeu de la démographie. Il y aura autant de jeunes Français de souche que de jeunes étrangers en France. Et selon lui, il précise dans cette interview, notre pays va s'en accommoder et s'effacer sans même qu'on lui fasse des funérailles, André Berkoff. Quel est votre avis sur cette question?
Écoutez, ce qui est intéressant, c'est que il a posé, Jean Raspail avait posé le problème. À l'époque, on l'avait traité de tous les noms. Vous le racontez très bien dans votre livre, Villiers Memsen. C'est vrai jusqu'à présent, d'ailleurs. Vous le savez, Jean Raspail. La polémique continue, bien sûr. Extrême droite, ceci, cela. Bon, les étiquettes. On connaît le bal des étiquettes. Moi, ce qui me frappe, c'est qu'aujourd'hui, ce qui était considéré comme absolument impossible et qui vous mettait à la droite d'Adolf Hitler, aujourd'hui, est le débat public. Aujourd'hui, tout le monde en débat, quel que soit leur... Donc c'est devenu... C'est-à-dire que cette espèce de fantôme est devenu l'éléphant dans la salle ou dans la cuisine. Donc c'est pour ça que ça continue à être extrêmement fort. Mais est-ce que, justement, par rapport à ça, moi, ce qui m'intéresse, c'est de se dire que voilà quelqu'un qui, vous dites visionnaire, en tout cas, qui a posé le problème. Et ce qui est extraordinaire, c'est que comme toujours, des gens qui parlent d'un problème et d'autres qui veulent absolument pas en parler, eh bien, aujourd'hui, nous sommes en plein dans ce débat. Et on l'a vu encore, juste un mot sur le rapport paru hier par Retailleau sur le frérisme. C'est-à-dire ceux qui disent mais non mais c'est pas vrai, ça existe pas, vous amalgamez, vous stigmatisez, et les autres disent non, faut en parler. On a l'impression qu'on est encore dans du Raspail là. Oui, parce qu'on est dans une société où j'ai un peu peur que les écrans, au sens propre du terme, fassent écran à la réalité. On refuse de voir le réel. Raspail était un géographe. C'était un homme qui, justement, était très précis dans ses descriptions. Quand on regarde ses romans, il décrit toujours très très bien le réel. Tellement bien, du reste, que quelquefois, ses lecteurs se sont pris au jeu de vouloir suivre ces personnages dans la réalité. Donc, pour vous dire qu'il regardait les choses, on aura l'occasion d'en parler ensuite avec son voyage par exemple au Moyen-Orient, où là aussi il s'est montré totalement visionnaire de ce qui allait se passer en Israël, avec les Palestiniens et en Israël. Et oui, vous dites même, j'insiste, vous dites que 8 ans avant la guerre des 6 jours, il a annoncé ce conflit avec une exactitude fort troublante, écrivez-vous. Totalement. Comment a-t-il pu l'anticiper? Racontez-nous. Ça, c'était son côté visionnaire, justement. C'était le fait qu'il avait cette capacité de regarder le réel et d'imaginer ce qu'il y avait au-delà. De regarder au-delà de la ligne d'horizon. La lucidité. Oui. Là où j'aimerais revenir un instant sur le camp des Saints, c'est le fait que, là encore, quand on accuse Jean Raspail d'être raciste à propos de ce livre, là encore, c'est un faux procès, dans la mesure où Jean ne dénonce pas ceux qui arrivent, ne dénonce pas les millions de Bengalis qui arrivent du Bengale pour venir. Pourquoi? Pour venir pour vivre. Il ne les accuse pas. Ceux qu'il accuse, ceux avec lesquels il est le plus virulent dans le camp des Saints, ce sont les Français qui enfuient et qui renoncent. Totalement. Et c'est en cela que c'est aussi un roman prophétique d'une certaine manière, parce qu'il dénonce notre propre veulerie. Oui, il disait de ce roman, effectivement, que ce roman a été un succès pour lui, mais aussi une casserole. Ça a porté préjudice à sa carrière de romancier après? Ah, totalement. Dans la mesure où il a voulu construire une œuvre, et une œuvre cohérente. Vous citiez tout à l'heure Jean d'Ormesson qui disait que c'était un des rares écrivains qui avait écrit une œuvre cohérente à partir du jeu du roi jusqu'au royaume de Borée. Et le camp des Saints. Alors, Jean Raspail n'a jamais été un auteur de best-seller, mis à part pour le camp des Saints. Et donc, par conséquent, c'est un livre qui l'a fait connaître, qui lui a apporté une certaine notoriété, mais pas forcément dans le monde littéraire. Est-ce qu'il a été stupéfait de ce succès? Pas vraiment, dans la mesure où, au départ, en 1973, ça n'a pas été un immense succès. Le succès est venu avec les années. Donc, évidemment, avec l'évolution de la société, mais également parce que le livre s'est prêté, les gens l'ont lu, et puis il s'est petit à petit développé, et donc c'est devenu petit à petit un best-seller jusqu'à la dernière édition qui, elle, a été... Oui, à propos de prêter, justement, pourquoi je suis étonné qu'il se soit prêté? J'ai lu la version où il disait, voilà ce que je pourrais plus publier après lecture de l'avocat. Il s'est prêté, en tout cas, il a à un certain nombre de coupures. Oui, il a remanié le texte à plusieurs reprises. Alors,
Il a lors de la deuxième republication du Camp des Saints, il a effectivement coupé énormément le texte pour des raisons littéraires, principalement. Pas du tout de contenu. Non. Enfin, oui et non. Dans la mesure où, lorsque le livre a été republié, il avait déjà commencé sa carrière littéraire, donc après Le Jeu du Roi. Et donc, il s'est rendu compte que le livre était trop polémique, donc il a voulu un petit peu le rendre plus littéraire que polémique. Donc, il a coupé à ce moment-là. Troisième réédition, là, il a rétabli tous les passages, à l'exception d'un chapitre, qui est pas un très bon chapitre, qui se passe en Union soviétique, etc. Mais là, il a rétabli tous les passages qui manquaient. Et la dernière réédition, avec la fameuse préface Big Other, qui a fait tant de bruit. Big Other, le grand autre. Voilà. Et là, il a laissé absolument le texte tel qu'il était à l'origine, à l'exception de ce chapitre qui n'était pas très bon. En tout cas, Le Camp des Saints restera de toute façon comme un des livres. Et il est, je dirais pas, il est presque comme Orwell, quoi. Il y a un côté 1984 à sa manière. Et oui, en tout cas, Jean Raspail a laissé une œuvre riche de plus de 30 livres et d'une quinzaine de romans, André Berkoff, notamment ce fameux La Miséricorde, un livre qui s'inspire d'une histoire vraie, celle d'un curé qui, dans les années 50, a tué sa maîtresse et l'enfant qu'elle portait de lui. Tout le talent de Jean Raspail est dans cet ouvrage puissant. On va en parler dans un instant sur Sud Radio. Eh oui, La Miséricorde, eh bien, c'est l'un des grands romans de Jean Raspail dans lequel il raconte l'une des plus grandes histoires criminelles françaises de l'après-guerre, à savoir l'affaire du curé Duruf, André Berkoff, qui a tué sa maîtresse et l'enfant qu'elle portait, l'enfant du péché, selon lui. Dans les années 50, eh bien, ce drame a foudroyé l'église, Philippe Hensen. En quoi ce livre se détache de l'œuvre romanesque de Raspail? Oui, surtout qu'il ne s'agit pas de peuple en voie de disparition et autres. C'est pas du tout ça. Non, c'est extrêmement étonnant. Alors, je connaissais l'existence de ce livre parce qu'il m'en avait parlé bien avant son édition. Et c'est un livre qu'il a commencé au tout début de sa carrière littéraire, donc vraiment à l'époque de son voyage au Japon. Il a écrit une quarantaine de pages mettant en scène des prêtres et ce prêtre criminel qui était en prison. Et puis, il s'est arrêté. C'était quelque chose qui était très différent de tout ce qu'il a... Pas d'épopée, pas d'évasion, pas de grand voyage. Le contraire, j'allais dire, de tout ce qu'il avait écrit. Donc, il a mis ça dans un tiroir. Et puis, dans la dernière partie de sa vie, après s'en être éloigné, il s'est de nouveau rapproché de la religion à travers plusieurs personnalités ecclésiastiques, dont en particulier Don Gérard, qui a été le fondateur du monastère du Barou, dans le sud de la France, qui était à une encablure de la maison que Jean Raspail occupait à cette époque-là, à Sablé. Donc il vivait principalement dans le sud de la France, et Sablé est à 30 km du Barou. Donc il est très souvent allé au Barou et a rencontré Don Gérard, prêtre parmi d'autres qui l'ont influencé et qui l'ont encouragé à reprendre ce roman dont il leur a parlé. Donc il a essayé. C'est ce roman-là. Et c'est ce roman-là. Il a essayé. La Miséricorde. Voilà, là, il a essayé, mais il y a deux choses qui l'ont arrêté de nouveau. D'abord, il trouvait que c'était un petit peu artificiel de parler, de mettre en scène des prêtres, le monde ecclésiastique qui lui était très étranger. Il avait longtemps rêvé d'un autre roman, un roman de flibustier, un roman de marine en quelque sorte, qu'il a renoncé aussi à écrire parce qu'il estimait qu'il n'avait pas suffisamment de connaissances dans le domaine de la marine pour pouvoir l'écrire, et donc que c'était artificiel. Et là, il a eu la même réaction en disant toujours... Et comment il est retourné alors au curé Duruf? Par hasard ou par quoi, franchement? Parce que ça lui posait beaucoup de questions. Ouais. Ça lui posait la miséricorde, c'est le pardon de Dieu, et le pardon pour un prêtre qui a tué une femme, qui a tué son bébé dans des conditions absolument abominables. Comment la miséricorde de Dieu peut-elle s'exercer sur un tel criminel? C'était ça qui le fascinait. Oui. Pourquoi il n'a jamais réussi à achever ce roman? Donc, parce qu'il disait, n'est pas Bernanos
qui veut. Ouais. Ça, c'était la première chose. Et la deuxième chose, parce que ça nécessitait de sa part beaucoup d'introspection. Or, ce n'était pas un écrivain d'introspection. Et à partir d'un certain moment, cette introspection lui est devenue absolument impossible. Donc, il a publié le roman en l'état, comme il le disait lui-même, 40 pages encore, et le roman était terminé. Ouais. Ah oui, en tout cas, il a mis 30 ans à l'écrire. Il nous reste très peu de temps avant de rendre l'antenne. C'était sa symphonie inachevée. C'était sa symphonie inachevée, totalement. Oui. Totalement. Philippe Ensem, quel conseil de lecture pouvez-vous donner aux auditeurs de Sud Radio qui souhaitent lire ou relire Raspail ? Je dirais que pour rentrer dans l'œuvre de Raspail, on peut commencer par ses chroniques romanesques. Par exemple, le jeu Pêcheur de lune. Pêcheur de lune est un volume avec qui raconte une partie de ses voyages, mais de manière romancée. Il y a également Septentrion, qui est un très grand roman, un roman fantastique. Il y a L'île bleue, merveilleux roman sur l'enfance. Et il y a les Pickendorf, bien entendu, L'anneau du pêcheur, et puis je signalerai le dernier livre qui a été publié sous son nom, qui est Petits éloges de l'ailleurs, dans lequel on retrouve tout un ensemble de textes qu'il a écrits au cours de toute sa vie et qui brosse un portrait en creux de Jean Raspail. Car il a été journaliste aussi, ne l'oublions pas, et grand reporter. Voilà, on n'a pas le temps de tout dire, mais ça a été un grand reporter et un journaliste. Sandrard, Kessel et compagnie. Et oui, Sylvain Tesson, qui était son ami, dira à sa mort, il est allé voir au ciel si ses rêves y étaient et si le paradis était aussi vivable que la Patagonie. Philippe Ensem, merci d'être venu sur Sud Radio. Je rappelle que votre livre, Jean Raspail, Aventurier de l'ailleurs, qui est préfacé donc par Éric Orsena, est paru chez Albin Michel. Tout de suite.